retrouver comme à l'accoutumée dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et aujourd'hui, nous allons parler d'un trésor précieux pour notre cerveau et qui n'est que autre que la mémoire. Donc, qu'on soit jeune ou moins jeune, nous avons tous ce bien précieux, cette mémoire, donc qui est au fil du temps change et surtout au fil des années. Donc, il arrive un moment où on commence un petit peu à un certain âge à avoir un petit peu des trous de mémoire, un petit peu de blanc. Et on verra dans notre émission comment surtout entretenir cette mémoire, comment en prendre soin et surtout comment aider les plus jeunes à entretenir et surtout à mettre toutes les chances de leur côté de façon à avoir une bonne mémoire pour le futur. Voilà, ça sera la thématique principale de notre émission. Et bien entendu, comme à l'accoutumée, nous avons le plaisir de recevoir notre chroniqueuse, Vida Dagabi. Bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Ça va, merci. Chaudement? Oui. La chaleur a commencé, donc pas encore de grosses canicules, mais quand même, les températures sont élevées. Et qui dit température élevée dit intoxication alimentaire. Tout à fait. N'est-ce pas? Bien entendu, tout ça dans l'avis de l'expert juste après le jingle. Widad, il arrive l'été, la seule chose qu'on a envie, c'est de manger des choses légères et peut-être de ne pas trop cuisiner pour ne pas souffrir de cette chaleur, mais manger dehors surtout, hein, manger à l'extérieur. Et qui dit manger à l'extérieur dit prendre des risques sur notre santé, n'est-ce pas? Exactement, oui. Donc l'intoxication alimentaire est très fréquente en été justement à cause de la chaleur. Elle est présente toute l'année, mais beaucoup plus en été. Beaucoup plus en été parce qu'en fait, très souvent, c'est la chaîne de froid qui est interrompue. Et là, après, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'intoxications, de virus, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, chaleur et alimentation, cette combinaison, justement, est peut-être dangereuse dans certains cas si, justement, toutes les conditions n'ont pas été respectées. Donc, vous savez que l'intoxication alimentaire est une infection qui est causée par l'ingestion ou la consommation d'aliments ou de liquides qui sont contaminés soit par bactéries, virus, parasites ou même des toxines. Donc, ce sont les causes généralement, c'est soit la chaîne de froid qui n'est pas respectée, soit la personne qui manipule l'aliment, elle a des mains qui sont contaminées, et aussi parfois, vous savez très bien que quand on mange dehors, justement, on est plus exposé, surtout si on ne choisit pas bien l'endroit où on mange. Donc, en été, on reçoit beaucoup aux urgences, justement, des cas, surtout des personnes fragiles, notamment les enfants et les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées qui ont une intoxication alimentaire qui peut devenir, justement, grave chez ces personnes. Mais les symptômes courants de cette intoxication alimentaire sont généralement vomissements, nausées, donc douleur abdominale, diarrhée aussi, parfois une fièvre et puis des maux de tête, ça peut se voir aussi, mais dans les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à la déshydratation, surtout si cette intoxication ou ces symptômes vont durer plus de 3 jours ou même quand c'est des personnes qui sont fragiles, parce qu'un enfant, un jour de diarrhée ou de vomissement peut donner justement cette déshydratation. Oui, en fait, surtout pour les enfants sont beaucoup plus fragiles que les adultes. Exactement, donc ils se déshydratent plus rapidement que les adultes. Et puis, généralement, c'est une infection bénigne qui va disparaître au bout de 3 jours, maximum quelques jours, voilà. Mais chez des personnes, ça peut être grave et ça peut mener jusqu'à l'hospitalisation et dans des cas même jusqu'au décès. D'ailleurs, l'OMS, elle a déclaré que chaque année, on a 600 millions de cas d'intoxication alimentaire qui sont déclarés, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas, bien entendu. Voilà, elles restent toujours soignent à la maison, voilà, absolument. Exactement. Et puis, parmi ces 600 millions, on a 420 000 de décès causés par les intoxications alimentaires et 40% des cas graves sont des enfants inférieurs à l'âge de 5 ans. Les plus jeunes. Voilà, les plus jeunes sont les plus fragiles, justement. Donc, il faut faire très attention, surtout aux fragiles. On pense toujours que les aliments les plus dangereux, qui sont vraiment, on va dire, qui pèsent vraiment très lourd en tant que danger pour notre santé, en fait, on pense toujours aux viandes. Oui. Donc, tout ce qui est protéines, donc que ce soit poisson, viande blanche, viande rouge, généralement, Est-ce que les œufs font partie de ces aliments? Exactement. Un œuf avarié donc, peut entraîner un décès?
Oui, oui. Alors, s'il n'est pas bien conservé ou si, par exemple, pas bien cuit, alors qu'il contient justement ce qu'on a dit des microbes, donc il peut justement donner une intoxication alimentaire. Et les viandes mal cuites, pour les poissons, c'est surtout les poissons qu'on retrouve par exemple dans les sushis aussi, donc ça peut donner... Il faut dire que les sushis sont très tendance. Hein. Oui. Les jeunes et les moins jeunes hein, les apprécient de plus en plus. C'est vraiment un plat qu'on aime manger à l'extérieur, généralement parce que c'est trop fastidieux à faire à la maison. Donc, solution de facilité, on le mange à l'extérieur, mais généralement, c'est fait avec du poisson qui n'est pas cuit déjà. Exactement, voilà. Et puis, pour revenir sur les œufs, par rapport à la mayonnaise fait maison, voilà. Oui. Donc, cette mayonnaise, justement, parfois, on retrouve dans des restaurants qui préparent eux-mêmes la mayonnaise et s'ils n'ont pas des œufs qui ont été bien conservés, ça peut donner justement, ça peut contenir des microbes qui peuvent donner cette intoxication alimentaire. Il faut juste rappeler aussi donc, que la mayonnaise faite maison, comparée à la mayonnaise qu'on achète carrément dans le commerce, d'abord la mayonnaise maison ne contient pas de conservateur. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est encore plus dangereuse que la mayonnaise, on va dire, achetée en grande surface. Tout à fait, exactement. Et puis, comme tu me fais rappeler là, quand tu as dit des produits de conserve, les produits laitiers aussi, donc si on dépasse la date de péremption, d'expiration, pardon. Quand j'ai vu des personnes, ils disent non, ça c'est une date juste commerciale, on peut toujours consommer. Non, ça a été bien étudié. La date, elle a un intérêt, donc il ne faut pas dépasser la date qui est signalée sur l'emballage. Sur l'emballage. Voilà, donc les produits laitiers qui ne sont pas conservés ou qui dépassent la date, ou aussi les aliments quand on mélange par exemple les viandes avec les légumes. Quand on coupe quand on prépare à manger. Sur la planche à couper, généralement qui est en bois. Donc déjà, c'est un nid à microbes si elle n'est pas très très bien lavée. Généralement, maintenant, on préconise d'utiliser plutôt, pas du bois, mais plutôt par exemple des planches en plastique ou en verre. Certains aussi utilisent aussi le verre. De préférence en verre. Voilà, je préfère parce que toujours le plastique, quand on coupe, il y a des petits... débris ou petites égratignures et où les bactéries vont se loger. Même l'aliment peut quelques débris de plastique, vont se coller à l'aliment et on va les ingérer par la suite. Donc c'est dangereux quand même pour la santé. On sait que le plastique est un perturbateur endocrinien. Absolument. Et Dieu sait qu'il est partout. Donc peut-être pour les planches, si on aime bien le bois, comme moi personnellement je suis on va dire, je préfère le bois personnellement. Donc est-ce qu'on doit en avoir deux? Donc une pour couper les légumes et celle qu'on va couper avec les viandes. C'est mieux. De préférence. De préférence. Et ceux qui n'ont pas, il faut laver entre les deux. Donc, on coupe d'abord les légumes et puis laver, couper par la suite la viande ou vice-versa. Voilà. D'accord. Moi, généralement, je mets beaucoup de chlore. Je laisse un petit peu, un long moment, la planche avec un peu de chlore et je rince. Donc, voilà. Très bien. Oui, il ne faut jamais les mélanger. Même les ustensiles qu'on utilise, quand la viande, elle n'est pas cuite encore, elle contient des microbes. Donc, après, justement, il faut la cuire pour enlever tous ces microbes. Donc, il faut faire très, très attention en cuisine. Et donc, parmi les choses qu'on conseille surtout, c'est justement toujours choisir où on mange quand on sort dehors. Quand on est, par exemple, malade à la maison et qu'on a, par exemple, une petite lésion au niveau des mains et tout, il faut toujours protéger, donc toujours fermer la plaie. Ouais, je sais qu'on a beaucoup de plaies quand on cuisine, on se blesse assez souvent. Exactement. Donc il faut faire attention à ça. Faire attention et bien conserver les aliments. Quand l'aliment il est chaud, donc le laisser refroidir un tout petit peu, donc pendant maximum 2 heures et puis le mettre au réfrigérateur. Exactement. Et aussi ne pas réchauffer l'aliment plusieurs fois. Parce qu'en été, généralement, on n'aime pas trop cuisiner, on a quelque chose au frigo et après on fait sortir les restes. Voilà, les restes, on réchauffe. Qu'est-ce qu'on dit? Les restes. Ça nous arrive, c'est vrai, à tous. Et c'est vrai que tous les aliments ne se conservent pas de la même manière. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, juste pour parler des symptômes, justement, généralement, on a dit que ça cède rapidement. Il faut, on va dire, pour traiter cette intoxication alimentaire, il faut un repos. Donc ces jours-là, bien s'hydrater, donc il faut boire beaucoup d'eau, il faut récupérer tout l'eau qu'on a perdu parce que lors des vomissements et des diarrhées, aussi, voilà, donc on perd beaucoup d'eau. Et puis on peut donner un traitement symptomatique pour les vomissements et la diarrhée par exemple. Et si on remarque que ces diarrhées, vomissements, douleurs abdominales s'accompagnent de fièvre
ou de sang dans les selles, ou même parfois, donc on a des signes de déshydratation, donc c'est pas tout le temps, mais ça peut se voir, surtout chez les personnes qui sont fragiles. Donc il faut pas hésiter à consulter parce que ça peut devenir grave. Il y a certaines personnes qui utilisent des remèdes maison, par exemple prendre de l'eau et du bicarbonate. Est-ce que c'est bon ou ça serait déconseillé? Alors à la maison, ce que je conseille, c'est bien s'hydrater, prendre du riz par exemple, de la banane. Donc ça peut aider à lutter contre la diarrhée. La carotte aussi? Oui, oui. Aussi? Oui, tout à fait. Donc des petites soupes comme ça, manger léger. Voilà, il faut manger léger. Donc se mettre à la diète. Voilà, exactement. Et éviter de manger dehors. Ça, c'est voilà, la règle pour l'été. On peut préparer des choses, prendre une glacière avec nous quand on sort, et c'est l'idéal si on peut le faire. Et puis, on peut toujours manger dehors, mais choisir l'endroit où on va manger pour faire plaisir aux enfants. C'est clair que c'est difficile de dire non, surtout aux enfants, de temps en temps comme ça. Ils ont envie de manger à l'extérieur, le plaisir d'être en famille, de s'attabler. Même aussi pour les mamans, un petit peu de ne pas préparer, un petit peu se reposer un petit peu de la cuisine qui est quotidienne. Donc toujours choisir un endroit où généralement qui est beaucoup fréquenté, parce qu'on sait très bien que plus l'endroit est fréquenté et plus ils vont renouveler déjà leur stock de nourriture, que ce soit viande ou poisson. Généralement, c'est déjà un bon signe. Aller dans des endroits où il y a beaucoup de fréquentation. Exactement. Et puis ceux qui respectent les règles d'hygiène, parce qu'on le remarque déjà en rentrant. Donc c'est des petits gestes qui vont faire la différence. Donc toujours faire attention pour les enfants, donc toujours les bien hydrater tout l'été, les personnes âgées aussi, les personnes qui sont alitées parfois ils réclament pas, ils disent pas qu'ils ont soif, donc toujours les bien hydrater. Et s'il y a une diarrhée, franchement, il faut bien les hydrater, donner un traitement pour la diarrhée, il faut l'arrêter. Donc cette diarrhée pour ne pas tomber dans la déshydratation. Voilà. En ce qui concerne les enfants, très souvent quand ils attrapent des gastro-entérites, les parents ont tendance un petit peu à les forcer à manger. On lui dit ah oui tu as beaucoup perdu, tiens mange. Est-ce que c'est une bonne idée ou non d'essayer de les forcer à manger? Non, pas les forcer. Donc justement, c'est en fait les forcer à boire de l'eau. Ça, je suis d'accord, voilà. Mais les forcer à manger, non. Et justement, il faut laisser le tube digestif se reposer, manger léger, essayer de privilégier beaucoup plus tout ce qui est riz, par exemple, tout ce qui est pas des sauces rouges et tout. Donc parce que ça peut encore aggraver la symptomatologie. Les produits laitiers aussi. Donc tout ce qui est crème fraîche et tout aussi, il faudra éviter. Exactement. Donc à l'ancienne, un peu de riz avec de l'eau et puis voilà, donc ça peut donner de bons résultats et ça peut stopper cette diarrhée justement et ne pas provoquer une aggravation de la symptomatologie surtout. Voilà. Donc, essayez aussi de suivre les goûts de l'enfant, peut-être lui donner un œuf dur s'il préfère. Donc essayez de le faire manger léger et bannir aussi les fruits un certain temps aussi. Oui, donc les premiers jours, dès qu'on remarque qu'il y a une petite amélioration, on peut toujours reprendre l'alimentation progressivement et surtout que ça soit bien conservé et ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, c'est surtout ça. Il y a aussi les fruits aussi. On sait très bien que la saison en ce moment bat son plein de toutes sortes de fruits. Bien les laver surtout et les mettre au frais. On a tendance de temps en temps peut-être à acheter. Bon, c'est vrai que tout le monde aime la pastèque. Je parle de la pastèque parce qu'on est des grands consommateurs de pastèque. C'est un fruit qu'on aime énormément. Mais il faut aussi donc donner quelques conseils parce qu'on sait très bien que les pesticides sont utilisés, qu'on le veuille ou non. De toute façon, c'est devenu nécessaire. Mais ce qu'il faudra faire, par exemple, quand on achète la pastèque, il faudra d'abord la laver avant de l'ouvrir. C'est peut-être un geste qu'on a tendance à oublier. On se dit, bon, on mange que le cœur. Mais en fait, on peut manipuler tous ces produits qui se retrouvent donc à la surface de cette pastèque. Exactement. Mais pas que les produits, parce qu'elle a été manipulée, transportée dans des camions. Donc, quand même, il faut la laver pour enlever. Pastèque melon, hein, je parle de ces deux déjà, fruits. on les voit, elles sont sur des étalages et tout. Donc, il faut toujours laver. Tout ce qu'on achète, il faut le laver, franchement. Et le mettre au frais, on sait très bien que c'est mauvais. Donc, en ce qui concerne la pastèque et le melon, les manger bien frais, pas tièdes. Oui, exactement. Donc, toujours faire ça. Et puis, je voulais faire une petite remarque. Quand on a un aliment, on n'est pas sûr est-ce qu'il est toujours, c'est-à-dire est-ce qu'il a été, il est toujours bon pour le consommer ou pas.
toujours on a ce réflexe de goûter. Oui, voilà. Moi la première. Des fois quand mes enfants ils viennent, ils disent maman c'est encore bon. D'abord il y a sentir, il y a le visuel d'abord qui peut nous donner des indices. Il y a aussi l'odeur, mais de temps en temps on est obligé de goûter un peu. Oui, donc il ne faut pas le faire. Il faut pas le faire parce que justement si c'est un aliment qui est contaminé, c'est là qu'on va avoir cette intoxication alimentaire. Donc si on doute, c'est bon. Il vaut mieux ne pas. Il vaut mieux ne Comme pas on dit dans le doute, s'abstenir. s'abstenir. Voilà. Donc généralement, quand le doute est là, c'est que vraiment l'aliment il est plus bon à consommer. Voilà, justement. Donc faire très attention par rapport à ces petits réflexes, petits gestes qui commencent déjà à la maison et même dehors quand on consomme des aliments en été. Chaleur égale donc les aliments peuvent être à risque pour notre santé. Voilà. Il y a aussi un autre élément, il y a vraiment, on va dire, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme, ce sont les canettes de soda. Oui. Il y a aussi les canettes de soda donc, qui sont stockées dans des entrepôts. On parle beaucoup aussi donc, d'urine de rat ou de souris ou quelque chose comme ça, donc qui peuvent être vraiment, vraiment dangereux pour la santé humaine. Oui, alors merci Mariam d'avoir signalé ça justement. On reçoit beaucoup à l'hôpital des cas de leptospirose. C'est justement la maladie due à des microbes qui se retrouvent dans les urines des rats et qui peut être très dangereuse parce que ça peut donner un problème au niveau du foie et au niveau des reins. Donc c'est une infection qui n'est pas banale, qui nécessite une hospitalisation du patient, qui peut vraiment être très très dangereuse et grave pour la santé, qui peut même mener au décès. Donc c'est un problème qu'on reçoit tout le temps et justement parmi... Et c'est surtout, voilà, surtout les canettes, hein, parce qu'on a tendance à mettre les lèvres sur le métal, comparé par exemple à une bouteille de soda, on va ouvrir le bouchon. Oui. Donc plus ou moins donc, le goulot de la bouteille est propre, mais en ce qui concerne les canettes, c'est vraiment, donc ça peut être très dangereux. Oui, c'est vrai. Donc il faut toujours désinfecter le dessus de la canette avant de la consommer. Et puis si on peut utiliser par exemple la paille, c'est encore mieux. Et puis il n'y a pas que ça, même quand en été ou même généralement on fait le nettoyage en été parce que le nettoyage dans des endroits où il y a des rats et tout, il faut faire très très attention justement par rapport à ça parce que quand on fait un nettoyage et qu'on ne se lave pas les mains, on mange quelque chose, donc on a directement ces microbes qui vont rentrer dans le système, notre corps et ça va donner cette infection très grave qui est la leptospirose. Voilà. Très bien. Donc aussi beaucoup se laver les mains, on le dit très souvent. Donc c'est vrai que les aliments, il faut faire attention aux aliments, mais il y a aussi donc nos mains qui sont de porteurs de germes extraordinaires. Exactement. Donc les mesures d'hygiène, c'est primordial dans notre vie. Voilà. Très bien. Alors un dernier conseil, Wided? Alors pour les intoxications alimentaires, c'est vrai que généralement elles sont banales, mais parfois elles peuvent être graves. Faire très attention pour bien profiter de l'été et donc ne pas rater les vacances parce que parfois c'est pendant les vacances ou en voyage, donc faire très attention. C'est vrai, effectivement. Donc ça peut vraiment gâcher des vacances qu'on attend depuis très longtemps, depuis toute l'année. Et en fait, une simple intoxication alimentaire peut vraiment causer des désagréments et peut-être même gâcher carrément le séjour. Exactement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Wided. Merci, Mariam. Voilà, très bien. Donc tout de suite, nous allons recevoir notre invité et passer à la deuxième partie de notre émission et surtout le thème principal qui est la mémoire. Juste bien sûr après ces images, on se retrouve.
De retour sur notre plateau, j'ai le plaisir de recevoir notre invitée, Nesrine Selmen. Bonjour. Bonjour et ravie d'être parmi vous comme à chaque fois. Merci d'avoir répondu présente. Donc vous êtes psychologue orthophoniste. Exact. Voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à la mémoire. Et comme peut le voir notre téléspectateur, on a une extension de notre mémoire. Donc maintenant, toutes les fois c'était des fiches, maintenant ce sont ces tablettes. Donc ça reste un aide-mémoire, mais la mémoire est précieuse et surtout elle s'entretient tout au long de la vie. Exactement. Très bien. On va commencer déjà par planter le décor et faire une petite définition. Voilà, de la. On va faire un petit récapitulatif par rapport à une émission déjà passée sur la mémoire. Oui. Voilà, mais on va cette fois-ci s'approfondir encore plus. Hein. On en parle souvent. Utile. On en parle souvent parce qu'en fait on l'utilise au quotidien et on sait très bien que la semaine dernière il y a eu l'utilisation de beaucoup de mémoire. Donc avec le baccalauréat, on a perdu un tout petit peu moi-même. Exactement. Là, donc tous ces candidats, tous ces bacheliers ont fait appel à leur mémoire. Voilà, oui. C'est la mémoire à long terme. Et on va au fur et à mesure parler de comment on peut faire revenir ces informations-là. Très bien. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui se passe, c'est un processus à long terme. Parfait. Voilà. Alors, on peut définir un peu la mémoire en disant que c'est la capacité à stocker, retenir et récupérer les informations. Aussi, les deux parties du cerveau qui sont responsables de la mémoire, c'est l'hippocampe et le cortex préfrontal. Voilà. C'est-à-dire, on va aller juste en général comme ça. Pour plus aller dans le sujet, je préfère parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'on pourra dire, est-ce que il y a différents types de mémoire? Oui, il y a la mémoire sensorielle, il y a la mémoire à court terme, il y a la mémoire à long terme. Voilà. C'est laquelle qu'on utilise le plus souvent, celle qui est utilisée en permanence et on va dire d'une manière... C'est la mémoire de travail qui est présente, qui est rapide. D'accord? Mais quand on doit revenir à quelque chose et on doit retenir quelque chose, c'est la répétition, c'est la mémoire à long terme. D'accord? Ça viendra un peu avec dans le sujet pour dire comment on mémorise et comment ça travaille les différentes mémoires, sauf si vous voulez qu'on débatte ça maintenant. Non, allez-y. D'accord, super. Donc, je vais juste rappeler le numéro de téléphone donc, pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Donc, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91. Bien entendu, si vous avez une excellente mémoire, venez partager donc peut-être vos secrets si vous en avez, ou si peut-être vous avez, on va essayer un petit peu de faire la différence entre des trous de mémoire et des maladies qui sont réelles. En fait, dès qu'on a un petit trou de mémoire, on s'affole, on se dit oh je sais pas, peut-être que j'ai Alzheimer. Donc on a tous un petit peu cette peur. C'est ce qu'on va essayer d'éclaircir tout au long de l'émission. Voilà. Je dirais que de nos jours, là, quand j'ai vu le titre, on oublie de plus en plus. Voilà, et ça nous fait un peu peur. Absolument. Absolument. Voilà. Alors, il y a des causes dues à l'oubli régulier. Il y a une surcharge mentale. Avec les nouvelles technologies, disant qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations qui sont données, il y a beaucoup de sources d'informations. Il y a aussi le stress et l'anxiété qui sont présents de plus en plus. Il y a, moi je dirais, le pourcentage déjà de la population. On sollicite beaucoup notre mémoire au quotidien, de nos jours. Déjà moi je parlerai aussi du pourcentage de la population qui a augmenté, qui veut dire quand on sort à l'extérieur, on trouve beaucoup de monde, c'est-à-dire il y a beaucoup de circulation. Quand on rentre, il y a beaucoup de nouveaux boulots qui sont présents, beaucoup de nouveaux postes, c'est-à-dire on est obligé d'être tout le temps présent. Et c'est ce qui peut créer aussi un stress et une anxiété qui peut nuire à notre mémoire. Il y a aussi l'augmentation de l'hormone de cortisol. D'accord, qui est l'hormone de cortisol, on va en parler tout à l'heure. Elle est plus haute le matin. D'accord, c'est l'hormone de l'éveil, mais quand elle est en permanence élevée, ça perturbe vraiment notre mémoire. Voilà. Il y a aussi les troubles du sommeil. Oui, ça c'est vraiment... c'est vraiment fréquent. Les troubles du sommeil, oui, les troubles du sommeil, c'est dormir à des heures tardives et aussi l'utilisation des écrans avant de dormir. Donc tout ça perturbe le sommeil. Beaucoup, et un sommeil de qualité est vraiment crucial parce que retenir, la consolidation des souvenirs se passe la nuit.
Quand je dirais souvenir, apprentissage, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on doit retenir et garder, se fait la nuit. C'est pour ça que la qualité du sommeil est vraiment très importante. Donc en fait, on apprend le matin et on retient le soir, c'est ça? C'est un petit peu comme ça que ça se passe? Pas tout à fait. Pas vraiment? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je rajouterai aussi l'alimentation qui est très, très importante. L'alimentation est très importante. Notre alimentation actuelle, elle est, je dirais pour la majorité, elle est très faible en oméga et qui sont importants pour favoriser un bon développement du cerveau. Et elle est beaucoup plus riche en gras et en gras pas bons et en sucre. Voilà. Et ça vraiment, ça laisse le système, ça laisse le cerveau travailler avec le système digestif beaucoup plus, au lieu que d'aller sur ce qui est plus important. Donc, voilà. On parle de l'alimentation. Exactement, qui est très importante. Voilà. C'est-à-dire, on a parlé d'anxiété, de stress, on a parlé de surcharge, on a parlé de plus d'informations qui est présente et de la surcharge au niveau de l'environnement. On a parlé aussi de l'augmentation du cortisol qui est créé par le stress. Et on a parlé de l'alimentation et le manque de sommeil, qui est très important. Voilà. Moi, il y a une question qui revient, c'est comment savoir que c'est juste un petit oubli, par exemple, on a un petit trou de mémoire, on a un petit blanc, d'un réel problème? D'accord. Là, on va faire une différence entre l'oubli normal, la surcharge cognitive et le trouble cognitif en lui. D'accord? On va parler des trois parce qu'il faut qu'on fasse la différence entre les trois. Entre les trois. D'accord? Voilà. Il y a l'oubli normal qui est occasionnel. Qui est occasionnel, qui se passe de temps à autre parce qu'on n'est pas concentré, parce qu'on n'est pas présent avec soi-même. Beaucoup plus, je parle de présence. On n'est pas présent avec soi-même. On a eu quelque chose qui nous a emmené quelque part comme ça. C'est-à-dire, par exemple, j'ai oublié où j'ai mis mes clés, mais quand je reste et je me repose un tout petit peu, ou je reprends le processus, comment je suis rentrée ou comment je suis rentrée à la maison ou comment je suis sortie, je reprends facilement la place où j'ai mis mes clés. Je vais vous donner un exemple. Il y a exactement 3 jours de cela, donc je passais par un chemin où j'ai vu une fleur. Et j'ai cherché le nom de cette fleur et je ne l'ai pas trouvé. Ça m'a un peu inquiétée. Je suis restée un long moment à réfléchir, mais c'était vraiment le blackout, hein, je ne l'ai pas retrouvé. En fait, c'est en fin de journée. En fin de journée, j'étais à la cuisine en train de cuisiner et voilà que le nom de cette fleur est revenu. Parce que vous avez enlevé aussi la fixation sur la chose. D'accord. Voilà. D'accord. Vous étiez tellement fixé sur la chose et quand on fixe sur la chose, elle peut disparaître carrément. D'accord? Alors, vous vous êtes occupé de quelque chose d'autre. Alors, l'information était présentée en vous, elle est sortie tout de suite après par la suite. D'accord, donc ça va, c'est normal. Oui, oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, j'imagine que même les téléspectateurs sont un petit peu dans le même cas. De temps en temps, quand on oublie, ça fait peur quand même, ça reste un peu effrayant. Bien sûr, quand c'est à répétition. Là, on va parler beaucoup plus de la surcharge cognitive. La surcharge cognitive, c'est une incapacité quand même qui est assez aussi temporaire. Hein. On n'est pas tout à fait dans le trouble. D'accord. OK? C'est l'incapacité à gérer les informations et à les faire revenir. Et ça, c'est dû vraiment au stress et à la surcharge. D'accord. Voilà. C'est beaucoup plus stress, surcharge, troubles du sommeil et tout, qui impose réellement à notre partie du cerveau responsable de la mémoire de se protéger. On dit que les femmes sont plus sujettes à la surcharge mentale. Oui. Et pourquoi ça? Oui, voilà justement pourquoi. Là, je vais répondre parce que nous, on est sur plusieurs choses à la fois. D'accord. Notre cerveau et notre... Et donc, ce n'est pas une légende, on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Oui, ça, la femme est connue pour ça, plusieurs choses à la fois. Et c'est pour ça qu'il faudra apprendre aussi. Hein. Là, on va parler par la suite comment prévenir le déclin de notre mémoire. Parce qu'il y a on voit des gens qui sont vraiment très âgés et qui gardent leur mémoire et qui sont vraiment présents avec eux-mêmes et qui sont incroyables, hein, avec une mémoire de jeune. Voilà. Et c'est vraiment l'entretien de la mémoire. Est-ce que, par exemple, quand on a une surcharge mentale et qu'on passe comme ça par une phase où on a énormément d'oubli, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ça peut rentrer, ça rentre dans l'ordre? Oui, il faut d'abord prendre conscience qu'on passe par une surcharge. Déjà, c'est la période. Là, c'est la fin de l'année
je dirais scolaire, universitaire, sociale et tout, là, on commence à se sentir vraiment fatigué. Absolument, c'est vrai que... Oui. Moi, pour préparer le sujet, et pourtant c'est un sujet qui est quand même assez facile, et ça m'a pris des capacités, ça m'a pris un peu plus de temps que d'habitude. Voilà. Alors là, c'est la période où on a besoin de se reposer, d'accord? Il ne faut pas avoir peur de dire je commence à oublier, je commence à ne pas être présente avec moi-même, je commence à ne pas être vraiment comme j'étais avant. Il faut d'abord voir la période là où on est. D'accord? C'est une année quand même, on a travaillé depuis septembre à juin, d'accord? Je donne juste l'exemple, ça c'est un exemple. Bien entendu. Voilà, et chacun par la suite, ça devient personnel, chacun pourra voir selon son propre vécu à lui, d'accord? Moi je dirais, on a commencé depuis septembre. Avec la rentrée sociale. Voilà, avec la rentrée sociale, voilà, malgré qu'on a eu quelques petits congés entre-temps, mais en général, on ne les a pas tout à fait, surtout si on a des enfants, si on a un travail à temps plein, si on est entrepreneur, si... Il y a plusieurs choses qui rentrent, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer. Alors là, cette fois, là c'est la période où on se sent vraiment surmené. Voilà, c'est là où on parle de la surcharge cognitive. Voilà, c'est un surmenage. Là, il faut juste prendre conscience, et savoir que c'est périodique. Et c'est temporaire, mais il faut savoir s'arrêter. D'accord. Donc le cerveau lui-même nous lance un signal d'alarme. Exactement. Pour en fait, on va dire, baisser la cadence. Baisser la cadence. C'est le moment de baisser la cadence. Et c'est le moment de se revoir et de prendre un peu plus de temps pour soi-même, pour libérer un peu cette pression qu'on a donnée au cerveau toute l'année. En parlant de mémoire, il y a une maladie qui revient et qui est, on va dire, dont on parle énormément et qui fait peur, on va dire, à tout le monde. Donc c'est Alzheimer. On a tous cette peur de cette maladie qui est de plus en plus, on va dire, précoce. Autrefois, c'était vraiment des maladies qu'on trouvait chez les personnes âgées, mais là, quand même, c'est une maladie qui commence à toucher quand même un peu une catégorie plus jeune. Exactement, et ça, c'est la première cause. Il y a le côté génétique, d'accord, et il y a le côté stress chronique. Quand on a parlé tout à l'heure, on vient de parler de quand on est sur une surcharge de stress, d'accord, une surcharge cognitive, c'est-à-dire une surcharge de travail et d'information continue sur une longue période et qu'on n'arrive pas à mettre cette barrière et ces limites et cette fin et dire stop, on doit quand même s'organiser un peu plus et se revoir. Là, un stress chronique peut emmener à des problèmes cognitifs, peut emmener à des dépressions, et la dépression touche directement la zone spéciale du cerveau qui est l'hippocampe, et ça fait une atrophie. D'accord? Et de là, comme l'hippocampe est spécial dans la mémoire, parce qu'il fait, c'est la transition entre la mémoire à long terme jusqu'à court terme à long terme. D'accord? Voilà. Alors, il y a une atrophie et c'est de là que la mémoire est touchée. Alors, à quel moment, par exemple, on a des oublis, on a des petits trous de mémoire, à quel moment on doit s'alarmer? Quels sont les signes qui devraient, on va dire, nous inquiéter et nous amener à aller consulter pour voir est-ce que c'est juste une fatigue passagère ou est-ce qu'il faudrait prendre Super. C'est de là je vais parler un tout petit peu de l'oubli à partir de 50 ans. Parce qu'en général, à partir de 50 ans, on commence à s'inquiéter un peu plus. Bon, peut-être maintenant, je dirais que c'est un peu plus tôt. D'accord? Je dirais que c'est un peu plus tôt. Alors, on parle du vieillissement cérébral, qui est naturel comme le vieillissement du corps. D'accord? Alors ça, c'est un processus tout à fait naturel, qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire, il y a un ralentissement au niveau des capacités, il y a un ralentissement au niveau de traitement de l'information et de la récupération des informations. D'accord? Quand est-ce que ça devient vraiment alarmant? C'est quand ça nuit à notre quotidien. Très bien. À répétition. À répétition. On va revenir juste sur ce point. On a un appel téléphonique. Nous avons Aya de Mila qui nous appelle. صباح النور آية. صباح الخير. وش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. لاباس. يعيشك ميرسي. مرحبا بك. مرحبا بك سي هاني. حبيت نسقسيك سؤال فيما يخص لو ميموار. اليزي. انا تلميذه في الليسي، عندي بروبليم في الذاكره تاعي. مثلا هكذا سورتو خاصه في القرايه، مثلا هكا نحفظ حاجه والله ننساها فيت. فحبيت نقول لك عطيني طرق باش نتفادى هذا البروبليم، باش يروح لي هذا البروبليم. تري بيان تري بيان، يعطيك الصحة. قالت لك شحال في عمرك؟
Allô, Aya? Je crois qu'elle n'est plus là, mais je pense que normalement, elle est jeune. Elle est au lycée. Voilà, elle est au lycée en deuxième AS. Merci Farida. Très bien. Il y a sûrement l'utilisation des téléphones qui prend un peu plus, oui. Et bon, on répond à la question? On va répondre à la question, après on reviendra, on finira le point. Super. Sur lequel Pour on était. répondre à la question, est-ce que réellement elle est en train d'oublier ou de ne pas se souvenir? D'accord. C'est ça le truc. Parce que des fois, il y a un manque de concentration et d'attention. Voilà, qui empêche la personne à se souvenir et à être présente avec ce qu'elle est en train de faire et pour pouvoir retenir et stocker l'information. Donc en fait, il faut être, on va dire, en pleine conscience. En pleine conscience et présent avec ce qu'on est en train de faire. D'accord. C'est ça la première chose. Il y a aussi une question d'organisation, il faut s'organiser. D'accord? Pas plusieurs, les multitâches aussi, hein. Tout à l'heure, j'ai oublié de rajouter ça. Quand on est sur une multitâche comme la femme, sur plusieurs choses à la fois, c'est impossible de se souvenir de plusieurs choses. D'accord? C'est sûr qu'on va prendre un pourcentage de là, un petit pourcentage de là, un petit pourcentage de là, mais on ne sera pas vraiment sur ce qu'on doit avoir et faire. D'accord. Quand on est sur une seule tâche, une seule et unique tâche. C'est pour ça que c'est une question d'organisation aussi. C'est une question de gestion. Il faut vraiment gérer ses priorités, gérer son programme, se gérer soi-même, d'accord? Je sais que par moment, ce n'est pas évident, mais c'est une obligation. Sinon, à un certain moment, on risque de tout perdre. Comme par exemple pour cette jeune étudiante, donc qui a 17 ans, est-ce que par exemple ça pourrait l'aider la carte mentale, donc Al-Kharita ad-Dihniya? Ils en ont beaucoup parlé donc pour ceux qui sont en examen. Bon, le Kharita ad-Dihniya pour arriver à faire le Kharita ad-Dihniya, oui. d'accord? Il faut d'abord enlever tout ce qui peut nuire au travail de notre mémoire, d'accord? Comme je dis, moi, aux élèves, il y a une priorité pour vous, c'est beaucoup plus les études, d'accord? Il faut prioriser beaucoup plus ça. Pour prioriser les études, d'abord, il faut entretenir ce côté-là, c'est-à-dire il faut avoir une bonne qualité de sommeil, une bonne alimentation, un bon entourage, d'accord? Une activité physique. Là, on peut dépenser aussi notre énergie, le surplus d'énergie, pour reprendre une énergie qui est plus performante par la suite, d'accord? Et le Kharita ad-Dihniya par la suite, ça va être facile parce que ça va être le genre de canevas qu'on va faire pour chaque leçon, d'accord? Et ici, on va faire appel à notre mémoire. Il y en a qui sont dans la mémoire visuelle, il y en a qui sont dans la mémoire auditive. Ça va les aider à garder ça et à maintenir. Mais s'il y a une surcharge d'un autre côté et un mal entretien, d'accord, des capacités cognitives, la mémoire c'est une partie des capacités cognitives, hein, d'accord. S'il y a une altération de ce côté ou un malmenage de ce côté, impossible d'utiliser le Kharita ad-Dihniya, ça ne reviendra pas. Donc on peut dire un petit peu que ce qu'on doit faire à notre cerveau, c'est un petit peu faire le ménage, tout ranger et libérer un peu d'espace. Exactement. C'est ça? Et le sommeil est très important pour faire ça. D'accord. Le sommeil au naturel, hein. D'ailleurs, tout est naturel et tout est inné chez nous. D'accord? Pardon, juste pour le sommeil, je voudrais juste rajouter quelque chose. Pour le sommeil, on a toujours tendance à penser que quand on va dormir, on va reposer uniquement notre corps. Non. Mais en fait, non, voilà. Voilà, c'est le cerveau qui se repose le plus aussi. Hein. Le corps se repose, mais le cerveau va se reposer. Et c'est là où il va commencer à travailler. Il va commencer, oui. C'est là où on retient. C'est pour ça que vous avez dit au début, hein, il va travailler sur la mémorisation des informations qui étaient trop répétées durant la journée. Ça veut dire que c'est des informations qui doivent être gardées. C'est pour ça qu'une bonne qualité de sommeil aide à avoir une bonne mémoire et à se mémoriser de ce qu'on a besoin et de débarrasser, parce que la mémoire en elle, elle a un processus naturel, hein. C'est de garder ce qu'il faut pour elle et de débarrasser ce qu'il ne faut. De débarrasser. Justement, on va parler aussi de l'oubli, donc qui est heureusement nécessaire. Oui. Tout à l'heure, on en reviendra tout à l'heure. Je voudrais juste qu'on finisse les points de tout à l'heure. Par rapport à 50 ans? Par rapport à 50 ans. C'est ça. Oui. Par rapport à 50 ans, comme on a dit tout à l'heure, c'est un processus tout à fait normal. Le vieillissement, comme on parle de la presbytie. On est obligé de porter des lunettes pour voir le plus près. Et là, c'est la même chose pour les capacités intellectuelles. C'est un peu plus lent. Ça va se passer de façon un peu plus lente. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'alarmer. Au contraire, il faut garder toujours des activités qui travaillent le côté mémoire, le côté cognitif, faire de la lecture beaucoup plus, elle aide beaucoup, faire du sport mental,
d'accord, faire des puzzles, faire des exercices de la mémoire, il y en a tellement. Il y a des cruciverbistes qui sont des fous des mots croisés. Exact. Le coloriage aide beaucoup aussi, parce que ça permet aussi de décompenser, de faire un peu le vide. Surtout maintenant, je fais appel aussi au coloriage par numéroté. D'accord, comment on faisait autrefois? C'est une activité que j'adorais faire. Mais c'est vraiment magnifique et ça nous aide aussi dans la créativité pour voir comment ça va être le résultat par la suite. C'est-à-dire vraiment travailler ça. Mais après 50 ans, c'est comme la lenteur que le corps donne et le cerveau aussi, il a cette lenteur. Donc en fait, il va falloir l'entretenir. Ça va être de l'exercice physique, mais là, ça va être de l'exercice mental. On va le prendre de la même manière. Sans oublier tout ce qui est physique par la suite et environnemental. Voilà. En fait, on muscle notre cerveau. C'est comme si on musclait pratiquement. C'est un travail qui doit se faire. Très bien. Voilà. Ok. Donc, on va parler un petit peu maintenant peut-être des plus jeunes. Comment est-ce qu'on peut aider, on va dire, les plus jeunes à maximiser, on va dire, cette mémoire ou peut-être apprendre à leur donner toutes les clés? Est-ce qu'on peut parler un peu des enfants, vous voulez dire? Beaucoup plus les enfants, les plus jeunes? Oui, on va commencer peut-être par les plus jeunes. Comment qu'elle se prépare, cette mémoire? Bon, la mémoire chez l'enfant, c'est le cerveau est en pleine croissance. C'est-à-dire il y a vraiment une forte plasticité cérébrale. Il est là pour tout prendre et tout apprendre. D'accord? Toutes les zones de la mémoire sont présentes, sauf l'hippocampe, qu'avant 3 ans, il est immature. C'est pour ça qu'on n'a pas de souvenir. Avant 3 ans. Exact. D'accord. C'est l'immaturité de l'hippocampe, qui est normale. D'accord? Très bien. Alors, il y a une grande capacité d'apprentissage, c'est-à-dire les enfants sont là. C'est pour ça qu'il faut essayer de préserver au maximum leur capacité cognitive pour les utiliser dans le bon sens. Voilà. Éviter les perturbations du sommeil, éviter les écrans. D'ailleurs, avant 3 ans, on ne les donne pas. Même après 3 ans, moi, je déconseille, il faut que ça soit vraiment en présence d'un adulte. Favoriser tout ce qui est manuel, favoriser tout ce qui est créatif, c'est très important. D'accord? La lecture, elle est très importante aussi. C'est-à-dire, je ne dirais pas que s'éloigner aussi de tout ce qui est technologie, mais il faut aussi revenir avant, à la lecture, au coloriage. C'est-à-dire à utiliser vraiment ses mains. Donc tout ce qui est manuel, tout ce qui est manuel, voilà. Le sport, sortir, jouer, prendre de l'air, avoir un environnement social aussi, ça aide beaucoup. Ça aide aussi, oui. Ça aide beaucoup. Voilà. Je parlerai un peu des adultes, là où la mémoire est plus structurée. C'est-à-dire il y a plus de capacités qui sont plus présentes, c'est-à-dire on retient beaucoup plus, il y a une plus grande structure de notre mémoire. Et là, je dirais que ce qu'on peut faire, c'est aller vers des activités qu'on aime un peu plus, c'est aller vers, je sais pas, des jeux de groupe, sans oublier, je répéterai toujours ça, la qualité de sommeil et le sport. Je ne cesserai de répéter ça. L'alimentation aussi, qui est très, très importante. D'accord, qui favorise un bon développement du cerveau, donc qui en fait, ce sont des piliers beaucoup et qui maintient vraiment une bonne qualité des neurones et des neurotransmetteurs. Voilà. Pour les personnes plus âgées, je dirais que le côté social est très important pour les personnes âgées, c'est-à-dire cette communication, ces interactions aident beaucoup les personnes à garder ses capacités intellectuelles et ses capacités cognitives, d'où la mémoire, d'accord? Alors, le côté social est très important pour eux. Très bien. Voilà. On va juste rappeler le téléphone. Donc, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91. Donc, si vous avez une excellente mémoire ou au contraire des petits troubles de la mémoire, donc vous pouvez nous appeler et partager. Nous avons notre spécialiste qui est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, on remarque que certaines personnes âgées, comme on l'a dit tout à l'heure, ont une meilleure mémoire que d'autres. Est-ce que c'est la qualité de vie qui fait qu'on a une meilleure mémoire que d'autres? Oui, c'est l'entretien. Très bien. Voilà, vraiment c'est l'entretien. Alors, l'entretien de la mémoire, c'est comme l'entretien du corps, c'est comme l'entretien de notre voiture, c'est comme l'entretien de notre maison, c'est comme l'entretien de nos biens. C'est très important. D'accord? Alors, entretenir sa mémoire, c'est en prendre soin. C'est vrai que la mémoire, on ne la voit pas.
Absolument. Elle n'est pas palpable. Absolument. D'accord. Comme les pour parties le corps, c'est et simple. On se dit, ouais, j'ai perdu du poids, j'ai pris du poids. Exactement. Voilà. C'est-à-dire voir que j'ai plus de battements de cœur. Peut-être j'ai une pression artérielle qui commence peut-être à être un peu élevée. C'est-à-dire je dois voir le médecin. La mémoire en général, elle est là et elle travaille. Elle ne s'arrête pas systématique. D'accord? Elle est toujours présente parce qu'on se force. Il y a quelque chose qui est présent aussi chez nous, c'est l'être humain se force. D'accord? Il essaye de faire toujours des efforts, d'accord? Et trouver des alternatives pour toujours garder ces informations-là, les retenir et les faire revenir. D'accord? Mais à un certain moment, quand il y a un malmenage, je dirais bien un malmenage de cette mémoire, de l'utilisation de cette mémoire, et l'utilisation de la mémoire, c'est que l'utilisation des neurones, de la place, de l'endroit spécial où est la mémoire, et ben ça lâche. Très bien. Donc, l'oubli a quand même un bon côté aussi, c'est un côté psychologique. Pourquoi est-ce que c'est bien de temps en temps d'oublier? Alors, l'oubli, comme on dit, ce n'est pas un ennemi, mais c'est plutôt un allié. D'accord. Alors, oui, plutôt, il nous aide à éliminer les informations qui sont inutiles. D'accord. Il nous aide aussi à ne pas rester sur des traumas, des émotions ou des vécus qui sont vraiment très douloureux, très traumatisants. D'accord. Il est là pour nous libérer aussi de ça. Très bien. Voilà. Donc, nous avons Souad d'Alger qui nous appelle. Bonjour, Souad. Saad. D'accord. Ah, bonjour, monsieur Saad. Excusez-moi. Alors, vous savez, monsieur Saad, hors antenne, donc nous avons, en régie, vont vous donner donc les coordonnées de notre spécialiste. Mais est-ce que vous avez une question? Si vous avez une question, vous pouvez lui la poser, monsieur Saad. انا زعما داوي تاع لا ميموار هكذا مي خديت خطره تحت سيرماتات هذا لكن ما سويفيتش ما رحتش للطبيب صابري في شوزو سيريو قلت والو هكذا تعرفي حنا لي زالجيريان شويه ما على بالناش مون فوتيست هكذايا وقول لي وعلاش باسكو تنسى بزاف انا ننسى بزاف وي اختي باغ اكزومبل قول لي باغ اكزومبل واش هما لي شوز اللي تنساهم بزاف انا حطيتها عندي شغل ننساه D'accord. D'accord, très bien. اسمح لي مسيو سعد, je vais vous demander votre âge. شحال في عمرك؟ عندي 68. الله يبارك, الله يبارك. Très bien. Donc nous avons donc Nessine Selman, elle est là. Elle va essayer de répondre à votre enfin au problème que vous avez. Merci beaucoup monsieur Saad d'avoir appelé. Donc à 68 ans, oui, à partir de cet âge, oui, et surtout quand la personne prend conscience qu'elle commence à oublier qu'il y a des oublis qui sont quand même assez fréquents, on va aller sur une évaluation. Il faut aller vers une... Ça se passe comment, une évaluation? Déjà, alors, il faudrait qu'il aille vers où, par exemple? Chez qui se dirige? Oui, la première des choses, du moment qu'il a vu l'émission, c'est-à-dire il peut aller, il peut faire appel à nous. Nous, on peut faire quelques petits tests, quelques petites questions et on voit. Si vraiment c'est important, on va envoyer directement chez le neurologue. Et le neurologue aura des examens à complémenter et à voir si c'est un cas qui vraiment dans un vrai trouble cognitif, c'est-à-dire il y a une atrophie de l'hippocampe, il va compléter par des médicaments et maintenant ça existe, d'accord? Donc monsieur Saad s'inquiète en fait de Alzheimer, c'est ce que je disais, c'est vraiment une espèce de fantôme. Oui, s'inquiète par rapport à ça, mais il faut pas systématiquement dire qu'il y a un Alzheimer. C'est pas systématique, donc ce genre d'oubli ne peuvent pas dire systématiquement que c'est Alzheimer. Ça se peut qu'il soit juste sur une surcharge. Très bien. On va préserver ça par contre pour ne pas aller réellement vers un vrai trouble, vers une vraie pathologie. D'accord. Donc ce qui est bon à dire à nos téléspectateurs, c'est que en fait c'est pas irréversible. Je veux dire c'est réversible. Est-ce que par exemple ce genre d'oubli à long terme, par exemple en étant suivi, on peut un petit peu améliorer cette mémoire même à un âge un peu avancé? Ça dépend. Ça dépend. Ça va dépendre des cas, ça va dépendre vraiment de... Bien entendu, quand on va dire que quand l'état n'est pas vraiment grave ou la maladie installée. Exactement, ça va dépendre aussi par le diagnostic donné par le neurologue. Par le neurologue, exactement, c'est l'IRM qui va montrer réellement la zone du cerveau qui est l'hippocampe et le préfrontal est beaucoup plus l'hippocampe, comment est la qualité de l'hippocampe, comment est son état, d'accord? Il y a dans certains cas où c'est faisable, d'accord? On peut arrêter, d'accord? Essayer d'arrêter l'évolution de cette... c'est tout le monde qui sait, on va vers un terme qui est quand même assez commun, c'est les cellules nerveuses qui commencent à mourir. D'accord. Voilà.
qui se perdent et comme les cellules nerveuses ne se régénèrent pas, c'est pour ça qu'on parle de maladies neurodégénératives. Très bien. Donc, en fait, tout simplement, aller vers un spécialiste avec un suivi. Et là, il pourra vraiment avoir une réponse à sa question. Et ça dépendra aussi. Hein. Très bien. Ça dépendra du cas. Nous avons aussi donc Aïcha de Khenchla. Bonjour. Allô. Allô. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam, Aïcha. مرحبا بك. Vous avez une question عندك سؤال عائشة؟ نعم حبيبتي عندي سؤال فيما يخص أنا كنراجع أنا حبيت نقدم على الدكتوراه بإذن الله تعالى. إيه إن شاء الله. وأشاك فوا أنا كما شغل كما يقولوا إحنا الجزائريين دايما نراجعوا في ليلة الرعد. داكور. مالغري عندي كما نقولوا حنايا هكا مكتسبات قبلية مي كوميم ننسى كرو. عائشة سمحي لي قولي لنا برك شحال في عمرك؟ 30 30 سنة. داكور الله يبارك. نعم يبارك فيك حبيبتي شكرا. دركا انايا دي فوا كيما شغل هكا حوايج يمروا عندي في حياتي ما نحب ننساهم باغ اكزومبل تكون حاجه مش مليحه ولا هكا جرحتني ولا منين عندها مده وتبقى لي مخزنه في الذاكره تاعي وانا صراحه هذه الحاجه نحب ننساها ما نحبش ننسى غير الحوايج الملاح باغ اكزومبل انا كيما نقدم على الامتحان وكلش هذا ننساه. سي effectivement. D'accord. Très bien. يعطيك عائشة. Très bien عائشة. Merci حبيبتي. Et Aïcha, merci. Ça c'est important. Voilà. Donc Aïcha prépare son doctorat. Exact. Et c'est bien parce qu'elle a... Et comme on a dit que les informations partent directement par la suite, les informations, surtout la répétition. Hein. On parle beaucoup de répétition. Ça, c'est un des mécanismes, c'est un du travail de la mémoire. C'est la répétition des informations. Renforcer la mémoire par la répétition des informations. Alors quand il s'agit d'une information même traumatique ou quelque chose qui s'est passé qu'on n'aime pas, qui nous a fait du mal ou à force de la répéter, d'accord, c'est-à-dire ça devient un schéma et le schéma va directement à la mémoire à long terme, c'est-à-dire elle est dans notre mémoire. D'accord. C'est pour ça qu'elle prend de la place. Donc comment faire? On peut lui donner une astuce, comment un petit peu. Ça c'est un travail qu'il faudra faire. D'accord. Ça c'est tout un processus, c'était tout un suivi pour faire sortir tous ces traumas, tout ce qui est emmagasiné dans l'inconscient, d'accord, dans la mémoire à long terme, et qui n'est pas en train de nous contribuer. Par contre, il est en train de la freiner et de limiter. C'est le stockage. D'accord. Donc en fait, ça lui prend de la place. Ça lui prend beaucoup de place. C'est pour ça que quand il y a des nouvelles informations qui veulent rentrer, il n'y aura pas assez de place parce qu'il y a quelque chose d'autre qui prend beaucoup de place et au contraire, c'est pour ça qu'elle lui revient à chaque fois. D'accord. C'est ces idées-là qui ressassent et qui reviennent. Et au contraire, le fait que ça revienne, c'est qu'il y a c'est qu'il y a un état conscient. C'est qu'elle les voit et elle les ressent, elle est consciente par rapport. Et c'est de là que le travail va être encore un peu plus simple et plus facile pour débarrasser ça et laisser de l'espace. Mais bon, elle aura besoin d'aide. Je pense qu'il faut. Ça, c'est un travail à faire. Exactement. Voilà. C'est là où l'aide d'un thérapeute est obligatoire. Très bien. Donc, c'est important de le dire. Quand on n'arrive pas soi-même à faire ce travail-là, donc il faut faire appel à des professionnels, donc à des personnes qui vont nous aider à faire cet espace-là. Exactement. Quand on n'arrive pas à se débarrasser de traumas ou d'histoires qui sont là et qui nous perturbent, quand on n'arrive pas aussi à faire rentrer de nouvelles apprentissages et de les garder, là, et quand c'est à répétition, on préfère aller vers un spécialiste. Mais je trouve que c'est déjà une très très bonne initiative, déjà d'être consciente et surtout de faire appel, malgré qu'elle est jeune, et déjà la conscience. Donc Aïcha, 30 ans, déjà, elle est consciente qu'elle a besoin de libérer un peu d'espace et que, comme tu l'as dit, ça la freine dans sa vie active. Et ce que j'aime, parce qu'elle le dit, ça me dérange. Voilà, elle est vraiment consciente et on voit de plus en plus des plus jeunes que ça, qui viennent en consultation et qui demandent vraiment de l'aide. Ils disent, je n'en peux plus. Voilà, il y a des traumas, il y a des choses qui ont été mal vécues et tout, mais je veux vraiment qu'ils partent, je n'en peux plus. Elle m'handicape. C'est vraiment très handicapant, comme tu le dis. Et en même temps aussi, cette nouvelle génération, c'est bien d'être déjà conscient de cela, très jeune. Donc tout ça, ça peut favoriser et aider à avoir, on va dire, prendre de l'âge avec une bonne mémoire. Exactement. D'ailleurs,
prendre de l'âge avec une bonne mémoire, c'est un peu parce que l'utilisation... moi, je suis toujours très clair bleu. Oui, l'utilisation excessive aussi des réseaux et le sommeil, la qualité du sommeil qui n'est pas tout à fait prise en considération. Mais il y a des signes, mais quand même, maintenant, on en parle beaucoup. Absolument. Donc, on en parle beaucoup. C'est plus un tabou. Voilà, et on en parle beaucoup et ça ressort à chaque fois. Alors, une personne consciente ou un jeune conscient, dès qu'il reçoit cette information, ça peut vraiment l'appeler, l'interpeller. Voilà. Et c'est de là qu'on voit la conscience. On va donner des solutions, on va donner un petit peu quelques exercices, pas physiques, mais plutôt mentaux, pour entretenir cette mémoire si précieuse. Alors, répéter les informations importantes. D'accord, c'est la répétition des informations importantes et répétition espacée, c'est-à-dire ne pas s'acharner sur un moment bien précis. D'accord. Voilà. Associé à des souvenirs ou à des émotions et des contextes pour la rendre un peu plus performante. D'accord? C'est-à-dire associer ça, comme vous avez parlé de Khara'it ad-Dihniya tout à l'heure, ça c'est une méthode qui peut aider parce que au lieu d'avoir une leçon, par exemple, surtout en histoire et en géographie, où il y a des dates et des noms. De 15 pages ou là, c'est-à-dire ils font une Khara'it ad-Dihniya, c'est-à-dire un organigramme qui peut les aider, qui peut faciliter. D'accord? Voilà. Comprendre aussi que le cerveau est conçu pour prioriser, pas pour tout retenir. Voilà, c'est-à-dire il n'est pas là pour tout retenir. Et aussi utiliser des outils d'aide à la mémoire. Par exemple, quels seraient ces outils? Voilà, c'est des notes, c'est des rappels, tout est présent maintenant. Des petits post-it? Oui, beaucoup. Noter, avoir toujours un programme avec soi-même, c'est-à-dire toujours son agenda avec un programme bien précis. Je vais faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est-à-dire ne pas laisser le cerveau aussi se souvenir de tout, d'accord? Et ça, il va rentrer dans une surcharge et il va oublier les choses les plus importantes. Je donnerai un petit exemple. Là, ma mère sûrement est en train de m'écouter. On lui passe le bonjour. Oui, elle nous donnait toujours l'exemple et j'étais comme elle au début. J'apprenais par cœur tous les numéros de téléphone. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai. Et pour elle, c'était un point de force. Voilà. Avec le temps, là, je me suis rendu compte que ça me prenait un peu plus de place quand j'ai pris de l'âge, quand je suis rentrée dans de nouveaux apprentissages et tout. Alors, j'ai vu que ça ne servait à rien. Et le jour où je lui ai dit, une fois, elle a demandé, j'ai dit, maman, je ne connais même pas ton numéro de téléphone. Ah, d'accord. Heureusement qu'on a nos téléphones. Exactement, il y a le téléphone, il y a l'agenda aussi, parce que le téléphone peut nous jouer des tours. Donc, aussi essayer d'abord, on a parlé du sommeil. J'ai vu que tu n'as pas arrêté d'axer sur le sommeil. C'est vraiment le meilleur allié. Beaucoup, parce que le sommeil, le soir, c'est là où le cerveau, il y a la mélatonine qui commence à être sécrétée. C'est l'hormone du sommeil et c'est là où le cerveau commence à travailler sur comment retenir les informations durant la journée. Merci beaucoup. On est déjà. Est-ce qu'on peut faire une petite... On n'a plus le temps, on est arrivé à la fin de notre émission, dommage. La mémoire est un trésor. C'est un trésor, exactement. C'est un trésor. C'est un trésor précieux qui façonne notre identité, qui nous relie avec le passé et nous guide vers le futur. Prenez soin quand vous prenez soin de votre petit jardin. D'accord? Enlevez les mauvaises herbes. Et faire toujours essayer de garder bien rangée cette mémoire. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était un plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup d'avoir été